Et la chance qu'on a, c'est que grâce à Colette, tous ces gens qui viennent à Paris pendant les Fashion Week font un passage obligé par Colette et du coup voient Maison Labiche, puisqu'on est au rez-de-chaussée, premier rayon. Et quand ils arrivent sur les salons, ils reconnaissent tout de suite la marque parce que le produit est quand même assez reconnaissable et puis apporte quelque chose de nouveau qu'on voit pas trop sur le marché à l'époque. Du coup, nous reconnaissent tout de suite. Et donc là, on ouvre les carnets de commandes. C'est assez miraculeux parce qu'on trouve à être vendu dans le monde entier, à Tokyo, à Séoul, à Taïwan, voilà. Donc on a toutes les belles boutiques. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème retail et e-commerce. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Retail e-commerce qui se tient en mars à Monaco, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. J'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots ? Bonjour Cyril, le One-to-One Retail e-commerce réunit depuis 2011 la communauté des décideurs de l'écosystème à Monaco pendant 3 jours et à huis clos. Le concept est simple, ce sont des rendez-vous business entre prestataires de solutions et les C-level, agrémentés de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est réellement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Effectivement, nous avons beaucoup de contenu de grande qualité avec des intervenants triés sur le volet pour aborder des sujets d'actualité, donner de l'inspiration et partager des retours d'expérience. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Pour en savoir plus, comment doit-on faire ? C'est ultra simple. Vous allez directement sur le site internet du One-to-One Monaco ou vous suivez notre page LinkedIn pour en savoir plus. Merci Sonia, à très bientôt à Monaco et d'ici là en audio, toujours sans coupure. Nous l'avons déjà abordé à plusieurs reprises ici même, le secteur de la mode et de l'habillement subit une conjoncture pour le moins difficile. Entre la pression inflationniste et la perte du pouvoir d'achat, les consommateurs font des arbitrages dans leurs dépenses et ce n'est très clairement pas au bénéfice de l'industrie de la mode. Alors que l'actualité économique nous rappelle régulièrement que de grandes marques historiques mettent la clé sous la porte, d'autres plus jeunes tirent leur épingle du jeu. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec Jean-Baptiste Richard, cofondateur et président de Maison Labiche, que j'ai le grand plaisir de recevoir. Depuis 12 ans, Maison Labiche propose des lignes de vêtements pour les femmes, les hommes et les enfants. L'une de ses spécialités repose sur la personnalisation des pièces, distribuée en wholesale, en magasin propre et bien sûr en ligne. La marque se développe de manière indépendante et sur fonds propres. Comme à notre habitude, nous allons respecter la structure établie de nos conversations en commençant par prendre de la hauteur pour parler du marché et revenir sur les questions de l'offre et de la demande ainsi que sur celles de l'environnement concurrentiel. Nous poursuivrons sur la proposition de valeur de Maison Labiche afin de bien en cerner ses singularités. Nous reviendrons sur sa genèse et demanderons à notre invité de nous détailler les plans futurs de développement. Enfin, nous terminerons par notre focus sur le sujet de la relation client, ou pour le dire autrement, comment Maison Labiche prend-elle soin de ses clients. Mais avant de commencer, Jean-Baptiste, peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, tout d'abord merci de m'avoir invité et de me donner la parole. Donc je suis Jean-Baptiste Richard, j'ai 36 ans, je suis cofondateur et président de Maison Labiche. J'habite à Paris et j'ai grandi à Paris, je suis là depuis toujours. J'ai un parcours scolaire assez chaotique. Chaotique. Vas-y, raconte. Presque. J'ai été un peu un cancre à l'école pendant très longtemps. Je me suis beaucoup cherché, donc j'ai un peu écumé nombreuses écoles et établissements parisiens pour finalement atterrir dans une école de commerce post-bac, donc juste après mon bac à Paris, pendant laquelle on m'a appris un peu les fondamentaux de la gestion d'entreprise, mais ce que je retiens surtout, c'est les voyages, puisque c'est une école qui nous a permis de beaucoup voyager pour faire des stages et des semestres d'études à l'étranger. Donc j'ai passé un peu de temps à Madrid, en Irlande, aux États-Unis et en Chine. Donc ça m'a permis d'avoir
d'ouvrir mes yeux sur le monde. Donc j'ai terminé cette école en 2012 par un master entrepreneuriat que j'ai fini à Shanghai en échange, donc en Chine. À l'époque, ma sœur est en train de monter Maison Labiche, qui est une association à l'époque, et me parle du projet. Alors attends, pourquoi c'est une association ? Parce qu'au début, en fait, c'était vraiment quelque chose on the side. Elles étaient, donc ma sœur et mon associé actuel, elles avaient une activité au début, comme beaucoup de monde, et du coup, elles ont monté une association pour pouvoir démarrer. Donc en me parlant du projet, moi j'y porte tout de suite de l'intérêt, même si... Mais comment elle te le présente, le projet ? Elle me le présente comme une idée assez simple, c'est-à-dire les fondamentaux de base, c'est ramener un savoir-faire couture par la broderie sur un produit populaire du quotidien que tout le monde peut porter et aussi que tout le monde peut chérir et s'approprier à travers des broderies qui seraient personnalisées. Et surtout une typographie qui a été créée de la main de mon associé, qui est très enfantine et qui apporte une dimension très sentimentale au produit et qui le marque avec une... Et ça, c'est ce que tu es capable de dire aujourd'hui. Déjà, à l'époque, c'est comme ça que c'était présenté ? C'est comme ça que c'était présenté à l'époque. Alors après, mais comment ces deux copines, ton associé et ta sœur, ont eu cette idée ? Qu'est-ce qui les a motivés à ça ? C'est l'idée de revenir à quelque chose de manuel, parce qu'elles avaient toutes les deux des jobs qui n'étaient pas forcément, ou tout du moins, pas à ce point. Donc de revenir à quelque chose de manuel. Et encore une fois, cette idée de trouver une association avec un savoir-faire qui provient d'un héritage, avec une transmission, et qu'on viendrait poser sur un produit qui serait, lui, un peu plus basique, casual, qu'on porte au quotidien, et que tout le monde peut justement porter, qui n'est pas réservé à une élite, entre guillemets, puisque la broderie a quand même... Et la broderie, elle s'était intéressée... Comme ça, il n'y a pas là pour le coup un héritage familial dans le sujet. C'est quand même, elle a des capacités quand même, et puis elle a une vraie curiosité sur tout ce qui est travail manuel, couture, etc. Donc forcément, c'est un savoir-faire qu'elle connaît depuis longtemps et qu'elle maîtrise depuis longtemps. Donc, et puis à l'époque, elle travaillait dans une maison de couture, donc. Ça explique quand même un peu les choses. Tout à fait. Et donc ta sœur te dit voilà, Ma sœur me dit ça. Moi, je viens de finir mon master entrepreneuriat. J'ai envie de monter une boîte. Tout simple. Dès le début. T'as même pas envisagé l'idée d'intégrer Alors j'ai fait des stages et je me suis assez ennuyé. Et en fait, je me pose pas vraiment de questions. Je suis un peu... je réfléchis pas trop à l'époque, j'ai pas le recul nécessaire ni la maturité, et je me dis que j'ai envie de monter une boîte. Elle me parle de ça, elle me dit mon associé va accoucher, donc elle va pas être là pendant quelques mois. Est-ce que tu veux rejoindre le projet le temps qu'elle soit pas là pour m'aider? Alors le projet, il est déjà un peu en vie, ou il faut le le produit existe, le nom existe. Les ventes, c'est quoi? C'est rien. Je sais pas, on doit faire 20 000 euros de chiffre d'affaires. Commence tout juste à trouver des pistes à droite à gauche. C'est chez elle que les produits sont stockés, expédiés. Ouais, alors à l'époque, on achète des t-shirts qui sont déjà fabriqués, donc chez des grossistes, sur lesquels on vient apposer nos étiquettes et broder sur le cœur les messages ou les personnalisations choisies par les clients, puisque ça devient tout de suite un des éléments centraux de la marque et une des vraies valeurs ajoutées, c'est-à-dire que l'idée étant de présenter le t-shirt Maison Labiche comme
donner carte blanche aux gens pour qu'ils viennent exprimer leurs sentiments, leurs idées, leurs goûts avec celui-ci. Donc il y a cette dimension sentimentale dont on reparlera, mais qui est très présente tout de suite dans la marque. Donc voilà. Et donc j'arrive, on commence à bosser, on commence à travailler ensemble. Là, c'est quoi ta mission quand t'arrives? Est-ce qu'on te dit, ta sœur te dit, viens pour 4 mois, tu fais quoi? Moi, en fait, à la base, j'arrive, je comprends que il y a une dimension créative qui est très présente et sur laquelle j'ai aucune légitimité, tout du moins à l'époque. Ouais, la broderie, t'étais assez éloigné quand même, on est d'accord. Je suis pas du tout là-dedans. La mode, malgré tout, en y repensant, c'est quand même quelque chose que je suis depuis pas mal de temps, enfin en tout cas que j'apprécie en tant que consommateur évidemment. Mais voilà, aujourd'hui j'ai des souvenirs qui reviennent où je m'amusais quand même à délaver mes jeans dans des salles de bain, faire des petits trucs. Enfin voilà, il y avait quand même je pense qu'il y a quand même un penchant depuis quelques temps quand même, où j'ai une attirance en tout cas pour le domaine. Et donc mes missions au début... Donc là t'as 24 ans quoi, c'est ça? Là j'ai 24 ans. Ouais. Mes missions, c'est toute la partie opérationnelle, type aller déposer les commandes, les colis à la poste pour faire expédier les commandes chez les quelques clients parce qu'on a quand même des clients, un flot de clients assez continu tous les jours. Donc, typiquement à l'époque, c'est donc on a le stock de t-shirts, on brode, tout est fait sur demande. Qui brode? Ma sœur. Ouais. Tout est fait sur demande. On brode, on expédie, tout est fait. Et il y a quoi? Il y a 5, 10 t-shirts par jour? 5 t-shirts par jour. Ouais. Même peut-être, entre 10 et 20 par semaine, à peu près. Et en plus de ça, donc on commence à monter des collections. Donc les collections, c'est-à-dire qu'on part de ce même postulat de base qui est apporter un savoir-faire couture sur un produit du quotidien. Donc on développe une petite ligne de t-shirt qui est très vite complétée par une petite ligne de sweatshirt, où là, toujours le même principe, on achète chez des grossistes des produits déjà montés, on monte des étiquettes, on les brode. Cette fois-ci, on propose des mots. Donc on met en avant nos goûts musicaux, littéraires, etc. Et on crée un univers à travers ça. C'est uniquement commercialisé par Internet à ce moment-là? Alors justement, là on commercialise par Internet et tout de suite ce qu'on fait, l'idée, c'est que on brode un t-shirt Colette qu'on envoie chez Colette à Sarah Delman à l'époque. Donc ça c'est quand t'arrives au début. Ça vient d'être fait. En fait j'arrive, on vient m'envoyer le t-shirt vient d'être fait, il a été envoyé. Et on a une première commande de Colette. Donc Colette qui a maintenant fermé tout le monde peut-être pas tout le monde d'ailleurs connaît, mais bon, donc magasin concept store parisien mythique qui fait la mode à l'époque. Donc là il vous passe une commande. Donc là Colette c'est des commandes, donc malgré l'image que ça peut renvoyer, c'est une organisation, c'est très désorganisé, donc c'est des commandes passées par mail, et c'est t-shirt Colette, 1S, 2M, 2M, 2L, t-shirt, nanana, tatata. C'est le début d'une forme de vente en wholesale. Exactement, c'est le début du wholesale pour nous. Donc là, ça arrive tout de suite, quand c'est concomitant avec ton arrivée. C'est concomitant en stage entre guillemets dans la boîte. Exactement. Ouais. Donc Colette commande. Les t-shirts se vendent super bien. Il y a un réassort. Il y a des réassorts qui sont passés. Donc Colette, c'est des réassorts toutes les semaines à peu près. Parce que c'était en fait comme ils ont des tout petits. Ils ont toujours d'ailleurs, j'allais dire à l'époque, mais ils ont des tout petits espaces de stockage. Donc ils peuvent stocker très peu de marchandises. Donc ils commandent en permanence des réassorts sur des petits volumes. Donc nous, ça nous oblige à avoir une réactivité, voilà. Mais donc comme tout est fait là, sur mesure et à la main, on suit la cadence. Mais là, vous faites x2, x3 en volume. Ouais, on fait à peu près. Ça, c'est assez exponentiel. Et la chance qu'on a aussi, c'est que donc on est exposé chez Colette, vendu chez Colette. Et là, il y a les Fashion Week qui arrivent.
Et on décide de faire notre premier salon parce qu'on est en contact à l'époque avec des gens qui viennent de monter un salon qui s'appelle Man Woman. Man et Woman. Man et Woman. Dont le but est justement de mettre en avant des marques de jeunes créateurs et de faire un peu un contre-pied à ces grands salons un peu iconiques. Avec les grandes marques habituelles. Voilà, avec les grandes marques habituelles, de mettre en avant quelque chose d'autre, une offre un peu plus pointue, un peu plus premium. Et du coup d'avoir une cible d'acheteurs qui soit beaucoup plus qualifiée. Donc c'est une clientèle qui est très internationale, qui vient du monde entier et qui représente les plus grands magasins, les plus belles boutiques. Et là vous arrivez dans ce... Donc on arrive dans ce salon-là qui est à l'époque dans le Marais. Avec 3 t-shirts de suite. Ouais, presque. Ouais, c'est presque ça. On a le t-shirt blanc, le t-shirt gris, le t-shirt navy, le sweat blanc, le sweat gris, le sweat navy. Et à chaque fois, on propose 5 ou 6 broderies possibles à chaque fois. On a 2 collections qu'on appelle donc la collection mythique de la marque qui s'appelle People and Song, qui est les mots qu'on brode sur le cœur. Et on a une collection qu'on appelle Hands à l'époque, où c'est des dessins de mains brodés avec différentes formes. Et la chance qu'on a, c'est que grâce à Colette, tous ces gens qui viennent à Paris pendant les Fashion Week font un passage obligé par Colette et du coup voient Maison Labiche, puisqu'on est au rez-de-chaussée, premier rayon. Et quand ils arrivent sur les salons, ils reconnaissent tout de suite la marque parce que le produit est quand même assez reconnaissable et puis apporte quelque chose de nouveau qu'on voit pas trop sur le marché à l'époque. Du coup, ils nous reconnaissent tout de suite et donc là, on ouvre les carnets de commandes. Donc là, c'est vraiment... c'est assez miraculeux parce qu'on se retrouve à être vendu dans le monde entier, à Tokyo, à Séoul, à Taïwan, voilà. Donc on a toutes les belles boutiques qui viennent dans notre stand et qui achètent et on note. Il y a une euphorie complète, de votre côté, mais comment derrière on se dit mais attends, comment je vais faire pour produire, non ? Exactement. Donc c'est là où j'interviens. Donc là, moi, justement, à ce moment-là, je me dis on a un problème. Ouais. Je me dis on a un problème puisque on raconte une histoire qui est super belle, c'est-à-dire que il y a évidemment ce côté, encore une fois, fait main, mais en même temps, à ce rythme-là, on va pas suivre la cadence. Et en plus de ça, on a un pricing qui est certes pas donné, mais qui est pas non plus excessif, qui fait que si on veut que le business model à un moment survive, il va falloir qu'on fasse un peu de volume. Donc on peut pas se permettre d'avoir une économie où on ferait très peu de pièces vendues très cher. On est plutôt sur un modèle un peu hybride où il va falloir faire un peu de volume. Donc je me mets en quête à l'époque de trouver des usines capables, dans un premier temps, de broder. Donc là on trouve des usines à Pantin à l'époque, sur lesquels on arrive à développer nos programmes de broderie et du coup qui viennent broder en machine mais avec une imitation parce que donc notre point mythique, le point qu'on utilise à la marque à l'époque et qui fait un peu la signature aussi, c'est ce qu'on appelle un point chaînette. Donc c'est un détail un peu technique, mais c'est cet aspect un peu pointillé qu'on retrouve sur nos broderies qui est vraiment une signature du fait main et que du coup on arrive à développer pour faire une reproduction quasi exacte en machine, sans évidemment perdre de qualité, ce qui est hyper important pour nous, mais en nous permettant justement d'augmenter un peu la cadence et de pouvoir suivre les rythmes de production qui commencent à nous arriver. Donc là, première usine à Pantin. Première usine à Pantin, ensuite on en trouve d'autres aussi dans les régions vers Troyes. Donc on arrive un peu à jongler entre ça. Et très vite aussi, on se dit maintenant il faut qu'on fasse nos propres produits. On peut plus acheter des t-shirts. Donc là, en fait, tu te dis non, bon, j'ai trouvé pour la broderie, je vais pouvoir acheter du stock de t-shirts, mais maintenant je veux plus acheter du stock de t-shirts. Je veux faire fabriquer des t-shirts selon mon cahier des charges. Exactement. Je veux dessiner mes propres t-shirts et je veux les faire fabriquer moi-même et les faire broder du coup par la même occasion. Par la même occasion. Voilà. Là, toi, du coup, tu rentres à plein temps, officiellement, dans le projet, à ce moment-là. Entre-temps, oui, j'ai oublié ce point. Entre-temps, donc, mon associé actuel revient de son congé maternité. On décide de poursuivre l'aventure. Et du coup, on décide de s'associer tous les trois à part égale. Et donc ça, c'est mi-2012, puisque... Donc là, on est parti, on est tous les trois.
Et donc, elles, en gros, elles sont toutes les deux plus sur la partie créative. Et moi, je m'occupe plutôt des problématiques financières, commerciales et production aussi. Ouais, opération quoi. Opération. Donc très vite, le besoin et l'envie de créer nos propres produits. Donc grâce à des amis, on trouve un sourcing au Portugal. Donc on rencontre des gens au Portugal et on arrive assez rapidement à mettre au point notre fameux t-shirt tel qu'il est aujourd'hui et qui n'a quasiment pas bougé en fait. Et ça c'est le début véritablement de l'aventure un peu... vous sortez du mode association. Oui, alors entre-temps, pardon, au moment des associés, on sort du mode association et puis on... Vous montez une structure. Une structure normale. Écoute, je pense que c'est une bonne introduction à notre sujet. Juste avant qu'on passe sur le marché, vous arriviez déjà à vous payer à ce moment-là ou c'était... Au compte-gouttes. Au compte-gouttes. Ouais, mais très vite, on s'est payé, alors très très peu. Ouais, mais l'avantage qu'on avait, c'est qu'on était donc toute petite structure, pas de stock, pas d'investissement nécessaire et que de la précommande quasiment. Ouais, donc on avait un flot. Ouais, voilà, on avait un flot de trésorerie qui rentrait. Ouais. Chaque mois qu'on pouvait redistribuer en toute petite partie pour nous et puis garder le reste pour continuer le développement quoi. Ok. Je le disais tout à l'heure en introduction, le marché aujourd'hui il est pas des plus simples. Alors on va prendre un peu de hauteur. Comment tu vois toi ce marché de façon globale du retail, peut-être plus facile, mais de façon plus précise sur la mode? Il y a des marques qui disparaissent, de nouvelles qui apparaissent, les consommateurs qui sont pas toujours très fidèles, une concurrence avec l'ultra fast fashion qui est aussi assez asymétrique parce qu'il y a d'un côté, tu as un Chine qui fait tout produire en Chine, qui arrive, qui inonde le marché, un H&M qui se porte pas très bien, mais un Zara qui fait des bénéfices monstrueux, un Camailleux qui met la clé sous la porte. Bon, bref, comment tu vois un peu tout cet écosystème ? Alors, si on parle du textile et du prêt-à-porter, je pense que ça fait quand même assez longtemps, mine de rien, que le marché va pas très bien et décroît. Je pense que le Covid a amplifié tout ça, que avec toutes les aides mises en place par l'État, notamment les PGE, en fait, on a eu un décalage des faillites qui s'est effectué et qui font que le mur qui aurait dû être pris plus tard a été décalé. Et qu'en fait, on a biberonné des sociétés, on a des sociétés qui allaient déjà mal, en fait, finalement, et on n'a que retardé les échéances dans pas mal de cas. Pourquoi ils allaient mal ? Je pense qu'il y a beaucoup de marques que tu as, si on cite Camailleux par exemple, mais quand on lit la presse, c'est vrai qu'on a un peu l'impression que chaque semaine il y a une faillite. Ouais. C'est généralement une génération de marques qui appartient à peu près à cette génération 90, 90. Si on fait le point commun de tout ça, c'est un parc retail énorme. Et des marques qui ont mal anticipé, ou en tout cas qui n'ont pas voulu voir suffisamment le virage du digital, qui se retrouvent aujourd'hui en retard par rapport à ça, avec un univers concurrentiel qui s'est développé exclusivement là-dessus et qui du coup a forcément une longueur d'avance, et un parc retail qui n'a plus de sens, puisqu'avec Internet, beaucoup de boutiques dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes n'ont plus d'intérêt, puisque les gens peuvent aller sur Internet et commander sur Zara, sur H&M, avec un argument de prix qui n'existe plus, puisque ces consommateurs-là allaient dans ces boutiques-là pour le prix, mais maintenant ils n'ont plus qu'à ouvrir leur ordinateur pour se faire livrer directement chez eux, avec beaucoup plus de références, des nouveautés en permanence, donc ça devient invivable et on en arrive à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Ce qu'on rajoute en plus aujourd'hui, c'est tout le climat géopolitique et tout ce qui va avec et qui s'ensuit avec l'inflation, notamment, qui est assez catastrophique parce que c'est un peu... on est touché à deux étages, c'est-à-dire que inflation, qui dit inflation, dit augmentation du coût des matières et des coûts de fabrication, mais en même temps, les gens ont moins d'argent pour consommer des biens qui ne sont pas essentiels, puisque la mode n'est pas un bien essentiel. Du coup,
on peut pas vraiment augmenter nos prix parce que déjà que les gens ont des difficultés, si on augmente les prix, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc on est obligé de renier un peu sur nos marges, et en plus de ça, on a une consommation qui est en berne, donc les gens consomment moins, donc voilà, donc c'est pas très vertueux. C'est pas très vertueux. Heureusement, il y a des marques qui arrivent à tirer leur épingle du jeu et qui s'en sortent. Ouais, bien sûr, là-dedans, il y a comment tu vois aussi les autres éléments, comme ceux qui concernent peut-être davantage les comportements d'achat. Tu parlais de la sensibilité au prix qui est indéniablement le premier critère aujourd'hui. Il y a aussi cette sensibilité à consommer plus durable, plus local. Et puis le sujet de la seconde main. Est-ce que ça vient un peu rabattre les cartes aussi, tout ça ? Je pense pas. Je pense que malheureusement, la dimension prix est prépondérante et que tout le reste vient en second. C'est-à-dire que ma conviction est que les gens en tout cas les Français, hein, parce qu'on va parler de la France, sont de plus en plus sensibles à ces questions environnementales et responsables, mais que la base reste le prix et que si le prix convient, alors le reste fait sens, mais pas l'inverse. C'est-à-dire que je pense pas qu'on soit encore dans une économie où les gens sont prêts à dépenser plus pour des questions de responsabilité environnementale essentielles. Ouais, concernant la seconde main. La seconde main, il y a eu un temps, on racontait que c'était par souci justement RSE entre guillemets pour donner une autre vie, on appelait ça la seconde vie. Aujourd'hui, on se rend bien compte que toutes les plateformes de seconde main, les Le Bon Coin, Vinted et compagnie, l'argument premier qui drive les consommateurs sur ces plateformes-là, c'est celui du prix. Mmh. Ça vient jouer contre les marques de vêtements ou pas ? C'est évident, c'est-à-dire que un marché il a une taille et qu'à un moment s'il y a des comportements d'achat qui sont effectués quelque part, ça les prend ailleurs. Donc quelqu'un qui achète des vêtements de seconde main, c'est quelqu'un qui peut renoncer à faire des achats neufs ailleurs, ça c'est évident. Après, je pense que il existe aujourd'hui je veux dire, c'est pas des comportements qui sont opposés, les gens font les deux et marient bien les deux, c'est-à-dire que ce qu'on voit dans les comportements d'achat, c'est que les gens achètent à la fois d'occasion sur Vinted ou Bon Coin ou ailleurs d'ailleurs, mais continuent quand même à acheter auprès des marques des vêtements neufs, mais pour ça il faut leur donner une vraie raison de le faire, et c'est pour ça que cette notion de proposition de valeur elle est de plus en plus importante à mes yeux, puisqu'il faut faire venir le consommateur et que c'est de plus en plus dur et qu'il faut lui donner une raison de plus en plus... Et les raisons, c'est quoi ? C'est la marque, c'est l'investissement dans la marque, c'est raconter une histoire, c'est afficher des promesses, tenir ses promesses, c'est quoi en fait pour attirer vers toi les consommateurs ? C'est quoi les vrais drivers aujourd'hui ? Pour moi, la base de tout, mais ça c'est quel que soit le business, c'est le produit. Je veux dire, on peut rien faire sans un bon produit. Et ça doit être le point de départ sans lequel rien n'est possible. En plus de ça, nous, on est bien placé pour parler puisqu'on appartient vraiment à cette génération de marques qui s'est créée au moment d'Instagram, donc des réseaux sociaux. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que avec les réseaux sociaux et avec leur évolution, les gens passent de plus en plus de temps sur leur smartphone ou sur Internet. Ils consomment de plus en plus de contenu, mais ils ont de moins en moins de temps à accorder à chaque contenu puisqu'ils sont complètement abreuvés de choses. Et que du coup, si on analyse un peu les marques qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, en tout cas je pense, c'est qu'elles arrivent à mettre en avant un message et une identité qui est très claire, ouais, qui est compréhensible tout de suite. C'est-à-dire qu'en quelques visuels, en quelques secondes, on arrive à comprendre ce qu'est la marque, ce qu'elle veut dire et à qui elle s'adresse. Ouais. Je pense que ça, c'est un peu l'élément central de toutes ces marques qu'on a vues émerger, qu'on appelle des NVB, Digital Native, qui ont bien compris ces enjeux-là
et qui se sont vraiment accaparés des thématiques, quitte à parfois aller dans des clichés ou des caricatures, pour pouvoir exister et se démarquer. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et l'autre point, finalement, c'est la communauté, puisque si tu parles des réseaux sociaux, c'est que pour exister, il faut aussi créer une communauté. Tout à fait. Donc, encore une fois, on fait partie de cette génération de marques qui s'est construite avec les réseaux sociaux et notamment Instagram. Même si en 12 ans, ils ont considérablement évolué et ils ont profondément, je pense changé. La notion de communauté et de proximité avec ses clients est fondamentale. Les gens ont besoin de sentir qui est derrière la marque, qui est derrière le téléphone, qui leur parle, que ce soit vraiment humanisé, qu'on soit pas justement qu'on arrive à proposer autre chose que ce qu'ils retrouvent chez la fast fashion avec des grands groupes où là c'est à l'inverse complètement déshumanisé par la simple taille de l'entreprise et de la marque. Ils ont besoin de sentir un contact, de se sentir proche et de se sentir de participer aussi à quelque chose, à un projet. Inclus en fait dans Il y a un l'histoire. sentiment d'inclusivité qui est hyper important et des valeurs aussi que la marque doit véhiculer qui sont hyper importantes. Je partage complètement ton point de vue et j'ai entendu plusieurs fois des témoignages qui vont dans ce sens-là. Aujourd'hui, pour switcher entre guillemets sur Maison Labiche, et reprendre le fil de l'histoire, tu dis que tu fais partie de cette génération, que Maison Labiche fait partie de cette génération de marque qui a investi dans son message, dans sa communauté. Comment tu présentes aujourd'hui Maison Labiche à quelqu'un qui découvre ? Maison Labiche, si je reprends l'idée qu'on a exposée au début, donc c'est vraiment cette rencontre entre un savoir-faire couture et un produit du quotidien populaire et que tout le monde peut porter et s'approprier. Si je devais présenter la Maison Labiche, je dirais que c'est déjà en termes stylistiques, c'est des vêtements du quotidien que tout le monde peut porter. C'est très inclusif, c'est-à-dire qu'on s'adresse à tous les âges, toutes les personnes, et on a un vrai travail d'embellissement du produit, c'est-à-dire de partir d'un produit qui soit assez simple, avec une coupe qui soit très pure, mais sur lequel on va venir apporter un travail de décoration avec cette broderie qui est vraiment notre savoir-faire et notre ADN. Tous les vêtements aujourd'hui sont brodables entre guillemets dans ce que vous vendez ? Pas tous, puisque on a depuis élargi énormément le vestiaire. Et donc on a certaines pièces qui ne le sont pas. Les jeans par exemple. Voilà, pour des raisons même pas techniques mais plutôt esthétiques. L'idée n'est pas non plus d'aller pousser le concept à outrance si nous on estime que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ouais. Voilà. Mais mais très bien, merci pour cette présentation. On revient un peu en arrière, donc là vous lancez, je reviens sur la suite de l'histoire, comment ça se développe, on est en 2012, bientôt 2013, vous avez chopé les commandes de distribution un peu partout dans le monde. Tu expliquais qu'il y avait une première usine à Pantin, que vous aviez ensuite cherché à produire par vous-même. Donc vous avez trouvé au Portugal une entreprise qui permet à la fois de fabriquer les t-shirts selon votre cahier des charges, avec la qualité qu'on lui connaît encore aujourd'hui, plus la broderie. Comment ça se passe la suite ? La suite, c'est toujours l'idée du produit. Donc, il y a aussi une dimension qui est fondamentale pour nous, c'est la qualité, qui est vraiment au centre du projet. C'est de proposer un produit qui soit de la qualité la plus premium possible par rapport à son prix, et de conserver une production qui puisse être la plus proche possible, puisqu'il y a cette dimension aussi responsable qu'on a depuis beaucoup développée, mais qui est déjà présente à l'époque. Donc, on commence avec une ligne qui est homme et unisexe de t-shirts, de sweatshirts. On commence le wholesale, on distribue à travers des magasins spécialisés. Au bout d'un an, là, après ton arrivée,
Donc la structure est passée d'association à entreprise. Ouais. Tu disais, quand je suis arrivé, on expédiait une vingtaine de t-shirts par semaine. Un an après, vous êtes à quoi? Non, mais je sais pas, c'est pas à 10, pas à 20, non, c'est quoi? En fait, j'ai un souvenir. À l'époque, on a vraiment mis toute notre énergie au service du wholesale. Donc, c'est sûr que la part du web, du e-commerce a augmenté. Je pense au qu'on global, doit être à... vous vendiez combien? Parce que vous avez fait du wholesale grâce à Colette, vous avez commencé comme ça. Donc effectivement, il y avait ces expéditions, plus après Colette. Bon, puis après, vous avez signé d'autres distributeurs. Un an après, vous faisiez quoi comme chiffre d'affaires? Moi, je sais qu'à bout d'un an, on fait 250 000 euros le chiffre d'affaires. Ah, vous avez fait x10, quoi. Ouais. C'est ça? Ouais, quasiment. Ouais, à peu près. Les étapes d'après, là, on accélère un peu, ça continue, le wholesale prend de l'ampleur. Ouais. Vous allez chercher de nouveaux distributeurs. C'est quoi la stratégie de développement de la boîte? Et puis comment elle se structure? Parce que tu nous as lâché, vous étiez dans l'appartement de ta sœur ou je sais pas où, à expédier vous-même les trucs. Comment on continue à croître? Alors, d'un point de vue stratégique, donc, on décide de se concentrer dans un premier temps sur une ligne qui est homme unisexe. Donc, rajouter des pièces progressivement. Donc, des suites, saison après saison. des chemises. Des suites, des chemises, des vestes. En 2014, on crée une ligne femme. En gardant évidemment les mêmes codes et la même identité. Donc, en commençant aussi étape par étape avec du t-shirt, du sweatshirt, et puis des chemises, des tops, des vestes, etc. Et on rajoute également une petite ligne enfant qui est vraiment un mini-me où on reprend les codes de l'adulte et qu'on décline sur l'enfant. Comment vous faites pour ajouter toutes ces collections d'un point de vue opération? Est-ce que vous travaillez tout le temps avec les mêmes usines? Est-ce que c'est possible? En fait, à l'époque, donc, comme je le disais, on s'est tout de suite, on a travaillé tout de suite avec une usine au Portugal, avec un agent qui nous a beaucoup aidé et accompagné au début et qui nous a permis justement d'ouvrir un parc fournisseur local qui pouvait répondre à nos différents besoins en termes de cahier des charges, en termes de produits. Donc à l'époque, on fait 100% de nos produits au Portugal. Donc intégrer une nouvelle ligne de produits n'est pas des plus compliqués. Je dirais, Si. Non mais raconte en fait. Non, ça dépend ça dépend ce qu'on veut dire par compliqué, mais ça se fait. Après, non, c'est du travail, mais c'est fluide. C'est du travail, mais c'est fluide. Après, on se structure aussi. On commence à recruter. Là, vous prenez un local, un bureau. On est dans un local. Dès 2013, on est dans un local. On est dans le 9e, rue de la Rochefoucauld. On a pris une boutique avec pignon sur rue, mais qu'on a transformé en bureau. Donc là, on est toujours tous les trois. Et dès 2014, là, on déménage, on prend nos premiers bureaux qui font environ 60 mètres carrés dans le 11e, à Le Dreux-Rollin. Et là, on commence à recruter. Donc, on a 2 stagiaires et puis progressivement 2 salariés qui arrivent pour arriver en 2016-2017. On doit être une quinzaine à peu près. Voilà. Toujours les 3 associés? Non, alors entre-temps, ma sœur a quitté le projet en 2014. Donc aujourd'hui, depuis, on est 2 associés. Et en plus de ça, on décide de se lancer dans le retail avec notre propre boutique. Mmh. Parce que c'était hyper important pour nous d'avoir un point de vente dans lequel on puisse recevoir nos clients. Exposer notre concept. Et là, avant d'ouvrir la première boutique, le wholesale, c'est quoi? C'est 80-90% du 95% du chiffre d'affaires. Ouais. 95% du chiffre d'affaires est fait sur le wholesale. Et vous soutenez aussi l'effort sur la marque avec des communications sur Insta, les réseaux sociaux, c'est ça, en parallèle alors notre communication à l'époque, elle est exclusivement sur les réseaux sociaux et vraiment quasiment exclusivement sur Instagram, enfin principalement sur Instagram. On fait un peu de Facebook, mais Instagram, donc il y a un vrai travail de community management pour faire vivre le compte, la communauté, pour faire découvrir les coulisses de la marque, montrer aux gens vraiment
comment sont faits les produits, comment on maîtrise ce savoir-faire, raconter l'histoire de ces broderies, il y a un gros travail aussi de dessin chez nous, puisque au-delà des mots qu'on brode, on fait beaucoup de dessins, que ce soit sur des imprimés aujourd'hui, mais aussi sur des broderies. Donc il y a un gros travail icono là-dessus. Voilà, c'est vraiment de faire pénétrer les gens dans les coulisses, de leur faire découvrir notre univers et de poursuivre le développement de ces collections pour avoir des lignes qui soient le plus complètes possible. Et aussi, on en a peu parlé, mais développer toute cette partie personnalisation qui est... Donc ça, c'est possible uniquement online. Alors ça, c'est possible uniquement online et en boutique, puisque c'est aussi le but de l'ouverture de la boutique. Vous l'ouvrez où ? Alors cette première boutique, on l'ouvre rue de Poitou, dans le Marais. Donc, c'est une petite boutique qui fait 30 mètres carrés. Mais on est hyper fiers et hyper content de pouvoir, encore une fois, faire découvrir aux gens notre univers. Tout de suite, immense succès dès les premiers mois dans la première année. Si bien que on se retrouve dans une situation où en fait, on a ouvert cette boutique de 30 mètres carrés parce que on en avait l'envie et le besoin, mais on n'a pas la place d'exprimer pleinement nos collections, puisque on a une collection homme, une collection femme, on a un petit peu d'enfants, on a notre histoire de personnalisation qu'on sait même pas où mettre. Du coup, on se dit qu'on a trouvé le bon endroit, le bon quartier, que le Marais c'est ce qu'il nous faut, que ça nous correspond, mais que la boutique devient trop vite trop petite, et qu'en plus de ça, on a une identité qui est très forte, un concept qui est très fort, et que la boutique qu'on a actuellement, elle est uniquement de destination. On a envie d'être dans une zone de passage où on peut aussi capter une clientèle qui ne nous connaît pas et qui serait curieuse de découvrir la marque. Donc on se met en chasse de déménager, de trouver une nouvelle boutique dans le Marais. Ce qu'on fait dès 2018, puisqu'on ouvre la boutique, et depuis notre flagship, rue du Temple, en face du musée Picasso. À l'époque, c'était une boutique Bill Tornade, qui est une très belle boutique, puisqu'elle a un angle, elle est très visible, elle a un énorme linéaire de façade, et elle fait plus du double de surface, puisqu'il y a environ 70 mètres carrés. Donc on investit ce lieu-là, et là, pour la première fois, comme on a un peu plus de place, on peut proposer la personnalisation directement en magasin. Donc c'est-à-dire qu'on a construit un atelier sur place, on forme des gens, donc c'est-à-dire que les gens qui travaillent dans nos magasins ne sont pas que, entre guillemets, des vendeurs, mais sont aussi brodeurs. C'est-à-dire que chaque personne reçoit une formation de broderie à son arrivée et doit être en mesure et avoir l'envie de faire ce travail-là qui nécessite quand même une certaine aptitude et une envie, en tout cas manuelle, même si c'est des choses qui s'apprennent assez aisément et rapidement et qui sont finalement à la portée de tout le monde. D'accord. Il faut quand même avoir l'envie et une certaine ça met vocation. Une barrière au recrutement ou pas ? Oui, ça met une barrière, mais une barrière positive, c'est-à-dire que ça permet justement de tester, si je puis dire, la vraie volonté des gens de nous rejoindre. Et je pense que ça nous permet aussi de fidéliser un peu plus notre personnel, parce que ça les met dans des dispositions où il y a un travail de formation qui est plus long à l'arrivée. Donc il faut vraiment avoir envie de le faire, envie de nous rejoindre. Et je trouve que ça donne encore plus de sens à ce métier qui parfois malheureusement en manque, et qui leur permet aussi de sortir de ce cadre un peu strict, si je puis dire, de simplement faire de la vente. Mais non, on vend, on conseille, on brode, on accompagne nos clients. Voilà, il y a toute cette dimension-là qui est importante. Donc on ouvre cette boutique en 2018 qui fonctionne bien. Qui fonctionne, hyper bien, et qui nous donne aussi envie d'en ouvrir d'autres. Et donc depuis, on en a ouvert 2 autres, une à Saint-Germain-des-Prés, rue du Vieux-Colombier, en 2019, juste avant Covid, et une au Batignolles aussi, quasiment à la même période. Voilà. Qui fonctionne bien aujourd'hui, même si le Marais reste vraiment notre flagship et notre étendard. On a une dimension, on en parlait, très internationale dans la marque, puisqu'on fait 40% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Donc global. Toujours aujourd'hui, 40%. Encore plus aujourd'hui. Plus les années passent, plus on fait de chiffre d'affaires à l'étranger, notamment porté par Internet. D'accord. C'est-à-dire que le wholesale a été une clé d'entrée dans certains pays. En fait, quand on fait des analyses, on regarde que les courbes sont assez liées. C'est-à-dire que quand le wholesale marche bien, généralement, il y a
potentiel internet et du coup le e-commerce. Donc il y a une notoriété de marque qui s'installe. C'est quoi les pays qui sont les plus contributeurs au chiffre d'affaires pour vous? Alors après la France, le premier pays c'est les États-Unis. Ouais. Ensuite on a l'Angleterre et l'Allemagne. Ouais. Et ensuite on a toute la partie Asie du Sud-Est, Chine, Taïwan, Corée du Sud. Mais on est vendu dans plus de 35 pays dans le monde, à chaque fois vraiment auprès ce qui nous a, je pense que une des forces de la marque et une des bonnes décisions stratégiques qu'on a eues, c'est dès le début de s'imposer un cadre de distribution qui soit très haut de gamme pour positionner la marque dans les plus belles boutiques et les plus beaux points de vente dans le monde. Tu peux donner des exemples de lieux où c'est distribué? Ouais, bien sûr. En France, on travaille avec le Bon Marché, avec les Galeries Lafayette. Mais vous avez des corners là ou non? Non, on a ce qu'on appelle des mini corners. Ouais. Donc c'est qu'on a un espace qui est dédié à la marque, mais le personnel de vente n'est pas à notre charge. D'accord, mais il y a bien votre logo. Non, ça dépend des. Oui, il y a un logo, mais qui est plutôt charté côté magasin. Ok. Mais on a un espace qui est plus important que ce qui est généralement proposé pour d'autres marques, mais voilà. Et puis on travaille, aux États-Unis, on travaille avec Saks, avec Bloomingdale's, en Angleterre avec Liberty, avec Harrods, Ouais, les beaux noms quoi. La majorité, la plus grande partie des beaux noms dans le monde au moins ont une fois été clients de Maison La Biche. C'est quoi la suite du projet de développement? Je disais en introduction, vous êtes sur fonds propres, donc vous êtes 2 associés. Il n'y en a pas 3? Il y en a d'autres aujourd'hui? Non, en fait, on est sur fonds propres. On est sur fonds propres aujourd'hui. On a un fonds d'investissement qui était au capital et qui est rentré en 2017, mais qui est sorti l'année dernière. Donc on est depuis mars 2023 actionnaire à 100% à 2. Donc ça, on en est très fiers. Les axes de développement à venir, c'est de poursuivre le développement de notre offre. C'est-à-dire à la fois sur l'homme et la femme, c'est de continuer à construire des collections, de rajouter des pièces. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la proposition de valeur est fondamentale pour faire venir le client et qu'il faut du coup qu'on lui propose des choses qu'il ne voit pas ailleurs et qu'il ne peut pas trouver ailleurs. Du coup, on travaille énormément sur ça pour proposer des pièces qui sont de plus en plus images, de plus en plus brodées, qui transpirent Maison La Biche et qu'on ne peut pas trouver chez des concurrents. Et en plus de ça, l'idée, donc le wholesale représente encore aujourd'hui 60% de notre chiffre d'affaires. L'écart se réduit progressivement et année après année entre wholesale et la partie retail e-commerce qui, pour nous, fonctionne maintenant comme un seul bloc. Il y a une forme d'action omnicanal qui est menée, c'est ça ou... Tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est les projets qu'on a menés là. Donc on vient depuis novembre 2023, on a mis en place l'omnicanalité. Ça consiste en quoi chez vous, l'omnicanalité? On peut passer commande et c'est préparé en magasin, le ship from store ou pas? Alors on a juste, donc on s'est accompagné d'un des leaders du secteur, qui nous accompagne sur tous les pans de l'omnicanalité. Donc on propose à la fois du click and collect, donc c'est je commande en magasin, je viens chercher en boutique, du ship from store, je commande sur internet, la pièce n'est pas disponible, mais elle est disponible en magasin et du coup c'est la boutique qui me livre directement. Et on vient tout juste de lancer aussi la partie qu'on appelle Order in Store, c'est-à-dire je suis en magasin, la pièce n'est pas disponible, mais je la commande avec le vendeur à partir d'une tablette et je me la fais livrer soit en magasin, soit chez moi, soit dans une autre boutique. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en place assez récemment et qui démontre d'une certaine efficacité, tout de suite visible et palpable d'un point de vue chiffre déjà, puisque on voit tout de suite une croissance d'environ 15-20% sur les ventes. D'accord. Ne serait-ce que lié au ship from store, parce qu'en fait on se rend compte que même si aujourd'hui on n'a que 3 boutiques, si on regarde, si on fait un arrêté de stock, en gros on a 30% du stock de la saison qui est en magasin à peu près. Donc c'est quand même assez important et on se rend compte qu'on rate beaucoup de ventes
surtout à des périodes de fin de saison, à cause de stock, de rupture de stock sur Internet, et que la possibilité de vendre nos stocks magasins sur Internet nous permet de... Parce que vous avez donc un logisticien, j'imagine, c'est donc ça on a un logisticien qui traite toutes nos commandes Internet, qui aussi qui s'occupe aussi de toute la partie personnalisation de nos commandes, c'est-à-dire qu'on a développé un atelier chez eux. Donc ça, on l'a fait main dans la main il y a plusieurs années déjà, où donc on les a formés sur la broderie et on a mis en place tout un process avec des outils pour qu'ils soient en mesure aujourd'hui, vous commandez sur Maison Labiche, la commande arrive chez le logisticien, elle part à l'atelier, elle est brodée, elle vous est expédiée, et tout ça peut être fait dans un délai de 24 à 48 heures. Voilà. Si aujourd'hui le logisticien n'est pas en capacité parce qu'il y a une rupture de stock d'un produit, mais que dans les magasins il y a le stock, vous switchez automatiquement vers le magasin pour faire du ship from store. Exactement. C'est transparent pour le consommateur en ligne. Je dirais pas que c'est pas transparent. Le client ne le sait pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tout est unifié en fait. Tout est complètement unifié. Ouais, c'est un gros plus quand même. Je pense que c'est fondamental aujourd'hui, puisque on peut plus dire. C'est pour ça que nous on considère la partie retail. La partie retail pour moi c'est à la fois les magasins et Internet aujourd'hui, puisque le parcours client est complètement unifié. Les gens vont sur Internet regarder des produits et les acheter en boutique, et inversement, ils vont en boutique essayer des produits et les acheter sur Internet, et on ne peut plus dissocier les deux. Il faut absolument unifier tout ça et mettre en place des process à travers ces outils qui nous permettent tout ça et qui nous permettent cette agilité pour répondre au mieux aux besoins de nos clients et de consommateurs. Tu disais, dans les développements à venir, il y a effectivement l'augmentation de la ligne de produits, il y a aussi l'ouverture d'autres magasins. Pour l'instant, c'est des projets, je pense, qui viendront, mais plutôt à moyen terme. Là, en fait, nous, on profite de cette période un peu complexe d'un point de vue conjoncturel pour se recentrer un peu sur la marque, et pour justement poser des questions stratégiques d'un point de vue off déjà, c'est-à-dire analyser notre offre. Enfin, ça fait plus quelques temps qu'on a commencé, mais en gros, on s'est posé pour regarder aujourd'hui l'offre telle qu'elle existait, ce qui marchait mal, et essayer d'aller de plus en plus vers ce qui fonctionne bien et comprendre ce qui fonctionne pour avoir ce point de départ. De ce point de départ, développer nos collections. Ça a été un gros travail qu'on fait depuis plusieurs saisons et qui commence vraiment à porter ses fruits. Okay. Parce qu'il faut quand même savoir que nous, en vente directe, donc c'est-à-dire sur Internet et en magasin, on fait à peu près 40% de notre chiffre d'affaires sur des produits personnalisés, ce qui est assez énorme. Ce qui, entre nous, permet de diminuer les taux de retour. Qui permet effectivement de diminuer le taux de retour. Donc ça, c'est un bon argument, puisque évidemment les gens comprennent que dès lors qu'un produit a été personnalisé, il est unique et qu'il ne peut pas être retourné. Et d'ailleurs, ça fonctionne très bien et personne s'en plaint. Mais on avait quand même cette volonté d'avoir des collections qui portent l'ADN de la marque et qui soient fortes et qui nous permettent de continuer le wholesale, puisque c'est quelque chose qui est hyper important pour nous, parce que ça fait partie de l'ADN de la marque, et que je pense qu'une des forces de la marque, c'est justement d'être multiple en termes de distribution, et de pas être simplement une digital native qui fait que du e-commerce, qui fait que du retail, mais qui fait tout ça, et ce qui nous permet aujourd'hui d'équilibrer nos forces. Et de passer des périodes aussi comme celle-ci plus aisément que d'autres. Donc on a cette partie off sur laquelle on s'est recentré, et on a aussi toute cette partie de personnalisation sur laquelle on travaille tous les jours pour proposer à la fois de nouveaux produits, mais aussi de nouvelles techniques, c'est-à-dire par exemple on travaille sur un gros projet pour la fin d'année où on va sortir une ligne de cachemire pour femmes qui sera personnalisable, mais avec une technique qui est complètement différente de ce qu'on propose déjà, donc qui reste toujours dans cet ADN de la broderie, mais sur des choses avec des lettres qui vont être un alphabet qui va être beaucoup plus gros, des typos complètement différents, des dessins, enfin plein de choses, pour laisser encore plus de liberté à la créativité, et pour aussi redonner un peu
d'avant-gardiste, si je puis dire, parce que nous, quand on a commencé, aujourd'hui, c'est assez... Enfin, on le voit beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont mis à faire de la personnalisation sur textile. Mais quand nous, on a commencé à le faire, on était quasiment les premiers, ou en tout cas dans ce domaine-là et dans ce positionnement-là. Et je pense que c'est important aussi de ramener de l'innovation aussi à ce niveau-là, en proposant de nouvelles choses, parce que c'est quand même ce pourquoi beaucoup de nos clients viennent chez nous aussi aujourd'hui. Merci pour la façon avec laquelle tu nous racontes ta proposition de valeur. Pour conclure, on va parler des consommateurs, et même si tu as commencé à en parler en filigrane sur la relation que tu as avec eux, c'est quoi la stratégie, la politique? Tu as parlé d'Instagram, vous avez du CRM, comment vous utilisez la data pour servir les intérêts de vos clients? Alors, c'est un des gros sujets du moment, puisque d'abord, nous, pour l'instant, là, le projet de demain qui va sortir dans très peu de temps d'ailleurs, c'est l'unification de toute la base client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre base client n'est pas unifiée entre le retail et Internet. D'accord. Donc, j'achète en magasin, je vais acheter sur Internet ensuite, je ne vais pas forcément être reconnu. Donc pour nous, c'est hyper important d'unifier tout ça pour avoir un client qui soit unique. On communique beaucoup en CRM. On utilise beaucoup ce canal-là. Et on utilise des outils connus et de newsletter et compagnie. Newsletter type Klaviyo, etc. On essaye d'avoir une communication qui soit pas uniquement centré sur le produit, puisque on développe plusieurs thématiques sur des choses un peu plus qui sortent du produit et qui parlent soit de la marque, soit de ses responsabilités, de ses valeurs, mais aussi qui abordent des thèmes type les mots, par exemple. Donc on a une campagne qui est sortie autour des mots, parce qu'ils sont très importants pour la marque depuis ses débuts, puisque les mots, c'est quelque chose qu'on brode, et il y a cette dimension vraiment sentimentale autour de la marque qui est hyper importante. Comment on fait pour parler des mots? Alors pour parler des mots, donc là, le point de départ, c'est les mots. Donc on a lancé une campagne à la fois digitale mais aussi print l'année dernière, où on a réuni une grosse galerie de personnages, une dizaine, une quinzaine de personnes, très différents les uns des autres, qui ont posé avec un t-shirt blanc Maison Labiche, qui est vraiment le modèle, le produit signature de la marque, avec un mot brodé qui leur est cher. Et donc chaque personnage raconte pourquoi il brode ce mot. Et de ça, maintenant, on a tiré une thématique où on va interviewer des personnes qui nous racontent un peu leur univers, créatif ou pas d'ailleurs, par rapport à ce qu'ils font. Ça peut être différents profils. Et on part toujours de cette idée d'un mot, où ils nous racontent pourquoi ils ont choisi ce mot, et qu'est-ce que ça invoque pour eux, et qu'est-ce que les mots représentent pour eux, etc. Donc on essaye de communiquer à la fois sur les collections et le produit évidemment, mais aussi de faire venir les gens à travers des thématiques qui sortent du produit et de la marque, et qui abordent des thèmes un peu plus génériques. Vous avez beaucoup... Est-ce que c'est un KPI important, le nombre de followers pour vous? Oui, mais moins qu'avant. Comment vous mesurez l'engagement? Le problème, c'est que aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que Instagram a beaucoup... Enfin, je parle d'Instagram parce que c'est vraiment c'est le numéro 1. C'est le numéro 1, et c'est celui qui correspond vraiment à notre cible et à nos clients. Il a tellement évolué que aujourd'hui, l'engagement sur Instagram, il a énormément baissé. Pour tout le monde, parce que algorithme, parce que de plus en plus de marques, de plus en plus de contenu, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que les gens il y a tellement de contenu à voir qu'on ne sait plus trop où donner de la tête, et que c'est plus compliqué de capter l'attention du client. Et qu'en plus de ça, entre-temps, on a rajouté la publicité. Donc, les campagnes paid sur Insta. Les campagnes paid sur Insta, on en fait. Et du coup, forcément, quand on n'en faisait pas, on avait plus de facilité à mesurer l'engagement de notre fil naturel. Mais ça reste important pour nous. Après, c'est pas on n'est pas à la course aux followers, quoi. Je veux dire...
Et puis... Vous utilisez l'influence ou pas ? Alors justement, j'allais y venir, c'est que je pense pas beaucoup. C'est très bizarre comme réponse. Je pense que non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au début de la marque, on a été porté par l'influence malgré nous, c'est-à-dire que comme on a eu très vite une petite notoriété qui s'est créée, et que encore une fois, on était au début d'Instagram, donc on n'avait pas l'environnement concurrentiel qu'on connaît actuellement, etc. Beaucoup d'influenceurs sont venus vers nous à l'époque et on utilisait cette histoire de personnalisation notamment pour nous mettre en avant, ce qui nous a permis aussi d'avoir un gros succès et un grossissement de la communauté assez rapide. Donc on a notamment fait des choses avec Garance Doré, on a eu Chiara Ferragni, enfin on a eu plein de gens comme ça qui sont arrivés tout de suite. Et c'est vrai que on a un peu négligé ce pan-là, c'est-à-dire que comme ça venait un peu tout seul, on répondait aux demandes et on n'a pas mis en place de stratégie particulière par rapport à ça. Là, c'est quelque chose qu'on est en train de corriger, sur lequel on travaille maintenant depuis quelques temps. L'idée étant quand même de trouver un sens dans tout ça et de travailler avec des influenceurs qui ont des valeurs qu'on peut partager. Et qui raconte une histoire qui pourrait être commune à Maison La Biche. Pour tout ça, vous faites tout en interne, vous passez par des prestats, vous faites comment ? Nous, on a un bureau de presse qui s'occupe de la partie RP, mais qui nous accompagne aussi sur la partie influence. Donc on a une équipe en Arten, marketing et communication digitale qui traite quand même ces sujets-là, mais qui se fait aussi accompagner, back-upper quand nécessaire par une agence. Ouais. Le mot de la fin, ça va être sur les consommateurs aujourd'hui. Quelle est la répartition entre les hommes et les femmes et quel est le cœur de cible de Maison La Biche ? Alors, la répartition entre hommes et femmes, c'est, en termes de consommateurs, c'est à peu près 70% de femmes. Par contre, en termes de produits, on est plus proche de 50-50, voire de 55-45 pour l'homme. Donc on a beaucoup de femmes qui achètent pour les hommes chez nous. Le cœur de cible de Maison La Biche, c'est 25-35 ans, urbain, qui a une certaine appétence quand même pour la culture, qui travaille très souvent dans des milieux artistiques, de près ou de loin. Donc, et qui évolue dans un milieu urbain, ça je l'ai dit, et qui est très cosmopolite aussi, puisque sa dimension internationale est très importante, et qui aime Maison La Biche parce que c'est une marque qui lui permet de soit se faire plaisir, mais aussi de faire plaisir parce qu'on a une dimension cadeau qui est assez fondamentale chez nous. Beaucoup de gens utilisent Maison La Biche pour véhiculer des souvenirs et des messages et de raconter des histoires. Donc on essaye de se définir vraiment comme... l'histoire qu'on aime bien raconter, c'est que Maison La Biche, c'est un peu comme une médaille de baptême qu'on conserverait. Voilà, ça permet de marquer des moments de vie qu'on conserve et qu'on chérit et qui nous accompagnent, que ce soit pour soi, mais aussi pour les autres. Donc on a toujours des témoignages de nos clients qui nous racontent qu'ils ont utilisé la marque pour faire une demande en mariage, pour annoncer une naissance. Donc il y a ce fil-là qui est hyper important et hyper intéressant et qui nous permet justement aussi d'accompagner les gens sur la durée en fait. C'est-à-dire que les gens on voit que nos clients ont grandi avec nous et sont fidèles. Ouais. On a un taux de récurrence qui est très important, mais on recrute aussi beaucoup de gens grâce à tout ça d'ailleurs, je pense. Grâce à cette histoire, à cette personnalisation, à ces souvenirs qu'on peut créer et raconter grâce à la marque. Écoute, Jean-Baptiste, merci mille fois pour tout ce que tu viens de nous raconter. Merci de nous avoir fait découvrir Maison La Biche autrement qu'au travers du site internet quand on est un consommateur comme moi. C'est bien de savoir ce qui se passe derrière l'écran. La vraie vie du business, elle est derrière l'écran, dans les opérations et dans la création de valeur. Merci et bravo encore pour ce partage. Merci à vous, chers auditeurs, pour l'écoute fidèle que vous avez épisode après épisode. Merci à One to One Retail E-Commerce Monaco pour le support apporté à ce podcast. Jean-Baptiste, toute dernière question, si on veut te joindre, quel est le meilleur moyen ?
Insta ou alors LinkedIn. LinkedIn, c'est bien. LinkedIn, Ouais. c'est bien. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi et merci à vous. Merci.